Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec nul autre que M. Kevin Lee. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va super bien, merci. Et avant de Super. commencer, Kevin, tu es un homme avec plusieurs projets aussi. Puis avant qu'on s'attarde vers le sujet, j'aimerais juste faire un petit récapitule. Comment est-ce que tu t'es envenu dans le monde entrepreneurial? Puis après ça, on va attaquer le vif du sujet, là. OK. Mais quand j'ai grandi, j'ai toujours été dans la restauration. Mon père, à l'âge de 21 ans, il m'a demandé de travailler chez lui. Donc, ça m'a permis de travailler à côté de mon père. Ça m'a permis d'apprendre un peu comment que lui gère son restaurant. Et j'ai vite su qu'à jeune âge, aussi, tu sais, je ne savais pas si je voulais travailler pour quelqu'un parce qu'à chaque fois que j'avais une job, je me sentais pas valorisé par le patron. Je donnais mon 100%, mais on dirait qu'il y avait toujours quelque chose que il n'était pas satisfait. Puis moi, vite fait, comme je pouvais monter de boss boy, tu sais, comme je te dis, je travaillais dans la restauration. Fait que j'étais un boss boy, je montais à un serveur, puis je voulais toujours un petit peu plus. Puis j'avais de la misère à comme comprendre, travailler avec les patrons qui me comprenaient pas. Fait que là, tu sais, mais quand j'étais travailler avec mon père, c'était la même chose aussi parce que lui aussi, tu sais, c'est un entrepreneur, il est propriétaire du restaurant, mais il a de la misère aussi d'innover, de changer, d'avoir des nouvelles façons de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé j'aide toujours mes parents, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'être mon propre patron et créer mes propres business. Fait que là, tu as Ouais. comme commencé restauration. Qu'est-ce qui a été vraiment le déclic de dire c'est bon, ça y est, je suis prêt de me lancer en affaires puis comme d'ouvrir mes chaînes? Quand j'ai travaillé peut-être 4 ans pour mon père, puis j'ai vu que mon père voulait vraiment pas faire les changements que moi je voulais. Donc, moi, c'était comme, je passe une étape, j'atteignais certaines ventes, là, je voulais pousser plus. Puis mon père, il était plus ouvert à faire les changements pour amener son restaurant à un niveau que moi, je voulais aller, qui était une franchise. Donc, j'ai décidé d'ouvrir mon premier restaurant en 2016 avec 3 autres de mes amis. On est tous des amis du secondaire. Puis on s'est lancé en business. That's it. On s'est juste lancé. On n'a jamais ouvert d'entreprise, mais on s'est juste lancé. Puis c'est en se lançant que tu apprends. Puis that's it. Ouais. Fait que En là, ça a été. 2016, on a ouvert le premier restaurant. OK. Fait que là, Ouais, on s'enligne vers 10 ans, là. exact, ça s'en vient avec 10 ans. Le restaurant est toujours ouvert. On a commencé, ça s'appelle le comptoir chinois Maniki dans le quartier Hochelaga. Mais récemment, on l'a rebrand. Je pourrais te raconter cette histoire tantôt. On l'a rebrand à Dotia, qui est notre nouvelle franchise. Mais dans le fond, c'est notre premier restaurant de cette bannière, Dotia. C'est un restaurant caraïbien avec mix japonais. OK. Ouais. Ça, je pense qu'on avait discuté un petit peu en faire. C'était vraiment style casse-croûte japonais un petit peu. Le casse-croûte japonais, c'est le château Maniki. OK, OK, C'est le parfait. château Maniki. C'est un château dans le quartier Villeray, là, rose et bleu, vous allez le voir. C'est une ancienne crèmerie. Et ouais, ça, on pourrait en parler tantôt aussi. Ça, c'est notre deuxième restaurant. OK. Fait que là, dans le fond, le premier restaurant, ça a été, tu te dis, bon, on est 4 chemins, on veut essayer l'entrepreneuriat, on rouvre notre restaurant ensemble. Avant de sauter au prochain sujet, comment est-ce que la relation d'affaires avec des amis a été? Je sais que des fois, il y en a qui disent c'est pas une bonne idée, il y en a qui disent des fois ça peut être bon. Comment est-ce que ça a été ton expérience de ce côté-là? Moi, mon expérience c'était un gros challenge. Numéro 1, de partir en business avec tes amis. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Qu'est-ce qui était bon, moi, je pense, c'est qu'on se connaît bien et on s'aime tous. Fait que, tu sais, on a une relation qu'on veut pas se tricher. On veut vraiment se supporter et grandir ensemble. Mais c'est pas facile parce que, tu commences ton business, j'avais 26 ans. On avait presque la même âge, 25, 26. Puis là, on a 35. Fait que dis-toi que pendant ces 10 ans-là, on grandit de notre côté et des fois, on n'est plus aligné. Fait que tu sais, t'imagines-toi, tu as 4 propriétaires, mais qu'on n'est pas aligné. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que on n'a pas les mêmes visions, on n'a plus le même but. Donc, c'est un challenge de toujours rester toujours s'entendre sur la même vision, le même objectif pour l'équipe.
Mais après ces 10 ans-là, on a appris à se réunir plus fort après tous les échecs, après tous les échecs, les wins et les losses qu'on a eus, on a appris à être plus fort ensemble. Puis maintenant, on est une meilleure équipe que jamais. Vous avez réussi à quand même garder les liens. Fait que quand il y avait plus un défi, on a voulu être plus ressources puis trouver des solutions que créer des chicanes un petit peu. Genre. Exact. Mais oui, il y a eu des chicanes quand même. Je dirais qu'il y a eu des chicanes, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu des chicanes. Il y a des moments qu'on voulait plus faire de business ensemble. Oui, il y a un moment que c'était vraiment dur. On voulait tout lâcher ça, split, puis... mais je dirais qu'on s'est donné un moment de recul, puis on s'est dit comme, on peut... Let's go, on doit le finir ensemble. Puis on verra plus tard. Puis on a passé après le moment difficile. Et depuis ce temps-là, on est encore plus fort ensemble que jamais. Ouais. Non, c'est bon, ça. C'est ça, c'est bien comme réussir à perdurer puis à passer au-dessus des étapes pour que, après ça nous amène au prochain niveau. Là, exact. Si on saute à la prochaine étape, est-ce que ça a été un nouveau restaurant avec la même équipe ou on a voulu essayer quelque chose de différent? On voulait faire un deuxième restaurant. Notre première chaîne, comme je dis, c'est le comptoir chinois Maniki. Et on voulait ouvrir un deuxième comptoir chinois Maniki. Donc, on a décidé d'acheter un immeuble dans le quartier Viry, qui est maintenant le Château Maniki. OK. Au début, c'était pour un autre concept. Dans le fond, c'est l'immeuble qu'on a acheté en 2020. On voulait ouvrir un concept comptoir chinois Maniki. Et ça n'a pas été facile parce que la ville, après un an, après les démarches qu'on avait faites pour ouvrir ce restaurant-là, la ville était d'accord pour qu'on fasse le restaurant. Donc, on a acheté un immeuble pour mettre le deuxième restaurant dedans. On a fait les plans d'architecte, ingénieurs. On était prêts à soumettre le permis. Et finalement, la ville nous revient en disant qu'ils ne voulaient plus le projet. Ouais. Donc, on a acheté un immeuble. Après des plans d'architecte, ingénieurs, ils ne voulaient plus le projet. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu un an de temps avec tout l'argent qu'on a investi. On se retrouve un an après avec un immeuble vide, avec une hypothèque d'environ 7-8 000 par mois. Fait que je dirais que c'était les moments les plus difficiles pour notre équipe. Je dirais à ce moment-là, on avait, je pense, 150 000, je dirais. Mais comme tu le vois, pendant 3 ans, l'immeuble était vide. On n'a pas réussi à s'entendre sur un projet. Fait que tout notre argent était parti dans payer l'hypothèque, les assurances, les dépenses. Fait que vous voyez que ça, c'est le temps le plus difficile qu'on a eu dans l'équipe. Mais on a voulu aussi vendre l'immeuble, qui était une option. Puis après le COVID, on sait qu'est-ce qui est arrivé, c'est les taux d'intérêt, ils ont monté. Puis les gens ne voulaient pas acheter ces immeubles-là, surtout avec un intérêt à 8-10 %. Le monde n'était pas intéressé, donc il n'y avait pas d'acheteurs. On avait des intérêts à côté super hauts, mais on a serré la ceinture, on a travaillé fort, on a économisé notre argent, on a juste continué, on n'a pas lâché. Puis là, on est venu avec un nouveau concept qui est le Château Maniki, qui est un casse-croûte japonais. Puis depuis qu'on a lancé ce nouveau concept, ça a marché super bien. Puis c'est notre première année de business. Donc, depuis juillet l'année passée, on est ouvert. Ça fait 1 an. Puis pour l'instant, ça va super bien. C'est ça, pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est sur l'autoroute 40. Donc on est en haut. À côté du métro Crémazie. Okay. Sur l'autoroute 40 puis la rue Chateaubriand. C'est ça, parce que c'était assez flagrant, parce que moi, avec ma blonde, je me rappelle, on a passé, puis j'étais comme, pourquoi il y a un château rose et bleu? Puis là, quand on a discuté, j'étais comme, ah, crème, ok. Exact. Mais je pense qu'on a discuté aussi, puis je pense qu'avec l'entrevue à Luc, c'est de réussir à trouver des choses qui captent l'attention, de sortir de l'ordinaire, parce que la seule façon de comme perdurer, c'est de sortir un peu des terrains battus aussi. Ça, je trouve que ça a été une façon comme, du moins, à moins que je me trompe, assez simple, entre parenthèses, de comme vraiment, tu sais, que ça cape à l'œil. Tu peux pas vraiment le manquer. Là. Un gros château rose et bleu, comme en plein milieu de Montréal à peu près, t'as pas le choix de le regarder et de te demander c'est quoi. Ouais. Exactement. Nous, on voulait être unique. Je pense qu'en business, c'est vraiment important d'être unique et de se démarquer des autres. Donc, on a décidé d'acheter ce château rose et bleu.
Honnêtement, il n'y en a pas un deuxième comme ça à Montréal. Donc, on a décidé d'acheter ce château. Et ça nous a permis aussi de se démarquer beaucoup. Parce que numéro un, les gens le savaient déjà, ce château. Il y avait déjà une histoire derrière le château. Puis ça nous permettait de dire, 4 jeunes entrepreneurs reprennent le château du quartier Villeray, que les gens y allaient là pour prendre crème glacée. Enfin, il y a tellement d'histoires derrière. Puis dès qu'on a ouvert, les gens savaient exactement c'était quoi le château rose et bleu. Puis ça l'a juste fait, dans le fond, ça s'est fait parler automatiquement. Fait qu'on a eu comme un coup de marketing vraiment organique. Les gens du quartier sont venus nous supporter. Beaucoup de personnes connaissaient ce château et sont revenus pour nous supporter. Puis le quartier aime vraiment ce qu'on a fait. Fait que, ouais, ça nous a vraiment permis d'être unique. C'est vraiment important. Ça permet de démarquer. Mm-hmm. Donc, c'est une de nos stratégies aussi en business. Ouais. Puis là, pour revenir, là, finalement, le local, comme la ville avait changé d'idée, est-ce que ça a été comme un autre projet? Est-ce qu'on a finalement vendu le local? Ou... OK. Dans le fond, c'était le château. Okay. Le château. C'est le château Maneki. C'était notre deuxième projet. Fait qu'on a acheté, excuse-moi, peut-être que je vous ai. Peut-être que je suis parti d'un projet à l'autre, puis là, ça s'est mélangé. Mais je vais refaire un recap rapide. En 2016, on a ouvert notre premier restaurant, qui est le Comptoir Chinois Maneki, dans le quartier Hochelaga. Et en 2020, on a acheté le château pour ouvrir le Comptoir Chinois Maneki, mais maintenant qui est devenu Château Maneki tout court. Ouais. Puis la différence, c'était que Comptoir Chinois Maneki, c'était des mets sautés au wok. Fait que c'était plus comme asiatique, chinois. Mais maintenant, c'est un casse-croûte japonais au Château Maneki. Fait que c'est ça la différence. Ouais. OK. Fait que c'est le même projet que la ville, pendant un moment, comme était ambiguïté, elle ne voulait pas que vous ayez de projet dans le château, si je comprends bien. OK. Dans le fond, pour mieux expliquer à l'audience, c'est qu'on avait le château, mais on voulait agrandir le rez-de-chaussée pour avoir une salle à manger d'environ 100 personnes. Cet agrandissement-là, il ne voulait pas qu'on le fasse sur un étage. Il voulait que si on le faisait sur un étage, il le voulait sur 3. Donc, ce n'était plus le projet initial. On perdait le charme du château que nous, on voulait conserver. Donc, c'est pour ça que la ville ne nous le laissait pas. Donc, on a dû ne pas l'agrandir, le garder tel quel, puis de trouver un concept qui fonctionne dans un petit bâtiment. Ouais. Parce que la ville, ils veulent densifier les quartiers, ils veulent densifier la rue. Fait ils veulent pas avoir comme de building à un étage. Ils veulent qu'il y ait plus de monde, ils veulent densifier le quartier. Donc, si tu agrandis l'immeuble sur un étage, ils veulent que tu le fais sur 3. OK. Ouais. Donc, ça nous a vraiment. Ça nous a shut down. Ça nous a comme. Ouais, dans le fond, on n'a pas continué sur ce projet. Il fallait trouver un autre concept. Dans un château à 400 pieds carrés. Fait que tu as 400 pieds carrés, pas de salle à manger. Là, il faut que tu trouves un concept à faire à l'intérieur. Puis nous, on ne voulait pas de la crème glacée, parce qu'avant, c'était une crèmerie. On aurait pu faire une crèmerie, mais on sait que la crème glacée, c'est difficile l'hiver. Fait que, tu peux seulement faire ça l'été. Nous, on ne voulait pas perdre nos employés l'hiver. Fait qu'on voulait vraiment un concept à l'année longue. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait le casse-croûte japonais, qui est un restaurant japonais, mais on a fait une salle à manger au 2e étage. Fait que, comme ça nous a permis d'ouvrir à l'année longue. Ouais. Puis qu'est-ce qui est important, c'est que la ville, on ne pouvait pas avoir une cuisine à cause des reculs, parce que dans le fond, quand tu veux une hotte, il fallait la mettre sur le toit. Et il fallait avoir un recul. Comment je peux expliquer ça à l'audience? Ce serait, il faut que tu aies une hotte sur le toit, mais les gens, la ville ne veut pas que les gens le voient de la rue. Il faut qu'ils soient reculés pour comme être cachés des visions des gens qui se promènent. Donc, avec les règlements, on ne pouvait pas avoir une hotte. Il fallait faire un concept sans hotte.
Pour ceux qui ne savent pas, le Château Maneki, on n'a pas de hot, pas de cuisine. Tout se fait avec une torche parce que tous nos sushis ont été comme brûlés, torchés. Okay. C'est ça. Je pense que tu amènes un très bon point sur, exemple, quelqu'un qui a un projet, c'est aussi d'être conscient des règlements de la ville, à quel point ça peut changer une idée de projet, puis qu'il faut réussir à s'adapter, puis s'adapter rapidement aussi, de réussir à faire un style de restaurant casse-croûte avec pas de cuisine, je comprends bien. Ouais. Fallait vraiment s'adapter. C'était pas facile, mais on a trouvé un concept qui fonctionne. Sans cuisine, c'est encore mieux. Quand tu n'as pas de cuisine, donc tu n'as pas de friteuse, tu n'as pas de hotte, l'assurance est moins chère. On était gagnant là-dessus. Tu n'as pas besoin de système incendie, comme pour une hotte. Tu économises de l'argent là-dessus aussi. Pour le reste, il n'y avait que du bon côté pour nous. Dans le fond, on est venu avec un concept plus gagnant que ça l'était. OK. Ouais. Non, c'est le fun. Malgré les défis, ça en est sorti avec un concept qui était finalement plus gagnant en bout de ligne aussi. Plus gagnant en bout de ligne, exact. Des fois, c'est juste des épreuves à surpasser. Puis quand tu passes cette épreuve-là, on dirait que faut juste pas avoir peur de foncer puis d'y aller. Parce que je pense des erreurs ou je dirais des challenges, il y en a tout le temps en entrepreneurial. Puis il faut juste pas arrêter. Tu as comme un premier défi, tu y vas, tu continues, tu essaies de gagner le défi, puis tu vas au prochain défi, puis tu continues. Puis plus vite que tu es capable de faire face au défi, plus vite que tu arrives au succès, on dirait. C'est comme ça que je le vois. Oui, mais c'est juste ça, c'est une très belle histoire avec le défi de la ville. On a un local, finalement, il y a des imprévus, puis il faut s'adapter parce que, comme tu dis, c'est ça un peu l'entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneurship, c'est de réussir à s'adapter aux différents défis. Vous l'avez très bien fait avec le Château Maneki. Là. Merci. Oui, exact. Puis, pendant ce cheminement-là, comme je dis, on voulait le vendre, on ne voulait plus travailler ensemble, on voulait... Mais dans tous les cas, on voulait garder notre relation amitié, même si c'était difficile. Parce que quand l'argent rentre en jeu, surtout quand ça ne va pas bien, là, ça commence à dire, c'est ta faute, c'est toi qui m'as amené là. Mais vite, je pense que oui, il y a eu des arguments comme ça, mais vite fait, on s'est rendu compte qu'on est sur le même bateau. Ça ne sert à rien de dire c'est toi, c'est moi, on est ensemble, on est une équipe. Puis let's go, on va passer à travers cette tempête. Puis je pense que c'était au moment le plus difficile qu'on s'est réunis, puis on s'est dit let's go, on ne lâche pas, puis on est venu avec le concept, puis tout s'est aligné. Mais tu sais, il y a une leçon à apprendre là-dedans. Je pense que tu sais, ça voulait vraiment nous tester, voir est-ce que ça casse ou ça passe. Tu sais, est-ce que tu es prêt à... Notre leçon qu'on a appris, c'est vraiment de ne pas give up dans les temps les plus durs, mais ça te permet de voir ce que tu es vraiment fait pour être un entrepreneur ou non. Maintenant que je suis sorti de ce challenge, tu sais, dis-toi que tu as des paiements de 8 000 $ par mois. C'est quand même 100 000 par année, puis après 2 ans et demi, tu es dans les peut-être 200 000, 250 000. Tu sais, c'est quand même de la grosse argent, tu sais. Fait que tu sais, quand tu sors de là, tu deviens plus fort, tu as moins peur, tu sais. Tu dis comme, tu sais, j'ai perdu de l'argent, ça m'a coûté cher, puis on était presque en faillite parce que, tu sais, on n'avait plus d'argent à un moment donné pour mettre dans ce projet. Puis on s'est dit, tu sais, how low can you go? And we still made it. Fait que là, tu sais, prochaine fois, j'ai même moins peur de me rendre encore là parce que je sais que si je me rends là, il faut juste que je continue, je persiste, puis, tu sais, on va voir la lumière du jour, puis la réussite s'en vient, tu sais. Après tous les challenges, j'ai appris à connaître mieux mes partenaires. Je pensais que je les connaissais. Mais dans les moments durs, là, tu rencontres le même, tu sais, c'est la même personne, mais tu rencontres cette personne-là dans un moment dur, mais que tu n'as jamais vu cette façade de la personne, tu sais. Fait que t'imagines-toi que tu es en entrepreneurship avec 4 personnes que tu connais, ça fait des dizaines d'années, mais on n'a jamais vécu un moment dur ensemble. Là, tu peux le voir
la réaction des gens dans un moment dur, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis là, tu peux voir, est-ce que sa personne est-tu prête pour surmonter les moments durs ou non. Puis je suis vraiment chanceux que comme on a décidé quand même de choisir l'amitié, puis de rester ensemble, puis de ne pas give up. Puis, tu sais, je dirais, c'est pas tout le monde qui le voulait, mais on a réussi à se convaincre de rester ensemble. Donc, on s'est tous convaincus, dans le fond, qu'on ne lâchait pas, puis qu'on allait réussir. Puis, c'était le seul way. Parce qu'à un moment donné, il y avait plusieurs options. Tu le vends, tu vends l'immeuble, on split, on ne fait plus de restaurants ensemble, on ne fait plus de business ensemble. Ah, comme, OK, il n'y a pas d'autre choix, guys. Il faut le faire, il faut le réussir. Puis, that was the only way. Puis quand on s'est décidé, ben, tout s'est débloqué. Puis, c'était comme, tout s'est enchaîné. Là, c'était parfait. On a trouvé le concept, on a ouvert le restaurant, on a trouvé les fonds pour nous aider à financer notre projet. Puis, tout s'est bien placé. Là, ça fait 1 an qu'on est en business and we're striving. So. C'est bon, c'est des très bons points parce que je veux dire, l'option facile, techniquement, aurait été de soit vendre, soit de splitter, de se séparer. Puis l'option difficile, c'était de continuer d'y aller de l'avant aussi. Ouais, exact. Pas difficile. Je pense que tout était difficile. C'est difficile de splitter aussi. Tu sais, c'est difficile aussi de perdre. Avec 4 amis, c'est comme si on s'en va, on fait un fight dans un battlefield, dans un chantier de bataille, puis on perd en 4, mais on a décidé de gagner cette bataille. Donc, nous voilà. Alors, c'est ça, là, c'est une belle histoire de réussite là, aussi de ce côté-là. Merci. Nice, ouais. Puis là, même, là, on a parlé de 2 projets, mais il y a autre chose sous ton aile aussi comme projet? Oui, moi, je fais de l'immobilier aussi. Pas mon équipe, mais tranquillement, ils me voient aller en immobilier et eux aussi, ils veulent investir. Puis c'est comme ça, tu sais, en entrepreneuriat, souvent les gens qui prennent le moins de risques, mais alentour de toi, ils voient quelqu'un qui prend des risques et qui réussit. Mais souvent, les gens aussi vont le voir comme, oh, comme Kevin, tu sais, comment tu fais ça avec l'immobilier, comment tu fais tes investissements, j'aime ça, je te vois comme aller, puis ça fonctionne. Puis je pense qu'être un entrepreneur, le plus important, c'est de vraiment partager ton knowledge. Parce que si toi, c'est beaucoup plus puissant. Enfin, ma façon de réfléchir, c'est beaucoup plus fort aller en bataille dans un battlefield quand tu t'en vas en guerre avec une équipe que tu es seul. Imagine tu t'en vas en guerre tout seul, ou tu t'en vas en guerre avec 10 personnes, 20 personnes ou 30. C'est vraiment de partager tes connaissances avec les gens qui t'entourent pour qu'eux autres puissent grandir avec toi. Puis une fois que comme eux aussi ils grandissent, puis ils sont comme, tu sais, ils sont grateful, puis ils voient qu'ils grandissent avec toi. Fait que là, comme vous allez tous vous battre en équipe. Je sais pas si ça fait un peu de sens. Dans le fond, je build mon équipe. Je build mes soldats avec moi. Puis je veux partager ça avec tous les gens qui m'entourent pour qu'on puisse gagner ensemble. Puis aussi, permet de faire. Excuse-moi, je suis coupé un peu. Non, c'était simple, c'est juste que il y a beaucoup d'analogies similaires, un peu ce que tu amènes, la fameuse pointe de tarte, que tu es mieux d'avoir une grosse tarte puis de juste partager une pointe que d'avoir juste une petite tarte. Un peu la même analogie de dire si on va à la guerre, est-ce qu'on aime mieux être seul avec, mettons, plein de fusils ou d'avoir une très grande équipe, chacun son propre fusil. Fait que, exact. Ça amène une belle analogie dans le sens que je veux dire, oui, seul, on peut comme y parvenir rapidement, parce que quelqu'un m'a dit ça ce matin, mais en équipe, on y parvient plus loin. C'est plus loin. Aussi. Ouais. Ça prend un peu plus de temps au début pour s'aligner, mais une fois qu'on s'aligne, on est plus fort que jamais. Ouais. Après ça, il y a un autre projet qu'on n'a pas discuté encore, mais le Doutiller. Le Doutiller, oui. Le Doutiller, c'est notre nouvelle franchise. C'est un nouvel restaurant. Lui, on l'a build en franchise. C'est notre premier modèle. Et on est venu avec ce nouveau modèle parce qu'on voulait créer quelque chose qui était facile à franchiser, qui veut dire au niveau des systèmes, c'était facile. Pour engager les gens, c'est plus important la main-d'œuvre. Il faut que ton concept soit facile
facile à apprendre. Surtout quand tu engages des nouveaux employés qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils peuvent faire leur position en moins d'1 semaine ou 2 semaines. Ça permet d'engager des étudiants à salaire minimum. Donc, ça permet de réduire les coûts de ton restaurant. Fait que c'est ça, une franchise qui fonctionne. C'est vraiment quand tes systèmes sont vraiment faciles à apprendre. Tu sais. Fait qu'on a créé ça. Puis, ça fait juste 3 mois. Donc, c'est dans le quartier Hochelaga, devant le métro Préfontaine. C'est un concept de la nourriture caraïbe et japonais fusionnés ensemble. Puis le côté caraïbe, ça vient de notre chef Nani. Shout out to Nani, c'est un chef incroyable, il est avec nous depuis 6 ans. Puis il nous faisait toujours, pendant qu'on avait le comptoir chez Normaniki, lui il nous faisait sa bouffe de la Caraïbe qu'il a grandi avec, puis ça qu'il cook à sa famille, puis on trouvait que c'était vraiment bon. Et on a décidé de fermer notre restaurant de comptoir chez Normaniki cette année pour ouvrir ce nouveau concept avec notre chef. Fait que c'est ça. OK. Fait que ça a été vraiment comme faire un switch vers un concept aussi, je pense, qui est nouveau. Fait que on prend un ancien concept puis on le remet au goût du jour en concept de franchise. Exact. Puis toujours, on voulait faire quelque chose d'unique, quelque chose que les gens n'avaient jamais goûté, faire développer la palette des clients. Donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas faire authentique caraïbien, parce que je pense qu'il y a des restaurants déjà authentiques de cette saveur. Nous, on voulait faire un twist nouveau pour les gens qui puissent découvrir une nouvelle cuisine. On a décidé de faire caraïbien japonais. C'est ça. Ouais. Super, et c'est super bon si tu n'as pas eu la chance de venir. Mais tu viendras manger aussi. Puis tous ceux qui nous écoutent et qui veulent venir le goûter, comme je dis, c'est devant le métro Préfontaine. C'est que du poulet grillé. Et on a une base, c'est du riz saveur de coconut. C'est vraiment flavorful. Il y a des bonnes protéines, une salade qui vient avec. Puis si vous le voulez extra dirty, qu'on appelle, c'est avec patates frites. Donc, c'est vraiment tout est dans un bol. Toutes les saveurs dans un bol. Puis à date, on n'a que des bons commentaires aussi. Ah, c'est excellent. C'est sûr que je vais le mettre sur les têtes d'affiche pour être sûr qu'on le voit en premier plan, mais c'est sûr que ça va être dans mon bucket list prochainement. Puis ça, vu que ces restaurants sont ouverts à l'année aussi. Oui, c'est ouvert à l'année, exact. Pour ce projet-là, on essaie d'ouvrir une nouvelle succursale cette année. Parce que je pense qu'en franchise, on a besoin d'avoir beaucoup de visibilité. Donc, c'est important d'ouvrir plusieurs locales pour que les gens puissent nous connaître. Puis, une fois que tu as plusieurs locales, les gens peuvent dire « Ah, ben je l'ai vu, quartier Hochelaga. Là, ben ça a l'air bon, je vais venir essayer. Puis là, j'en ai un proche à Anjou, on va y aller. » On va essayer d'ouvrir au moins 2 autres locales cette année. En fond, en 2026, l'année qui termine en 2025, mais en 2026, on va essayer d'ouvrir 2 autres locales. Plus de visibilité pour que les gens puissent goûter dans plusieurs quartiers de Montréal. Non, c'est super, mais c'est ça, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses aussi. Là, puis sans plus attendre, j'aime ça garder les épisodes courts mais tactiques. On a des très bons points aussi. Si jamais tu aurais un message pour quelqu'un qui serait curieux de se lancer en restauration, quel serait comme ton conseil numéro 1 pour quelqu'un qui commencerait? En restauration, je te conseille pour les gens qui veulent se lancer, vraiment, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de trouver quelqu'un qui réussit dans la restauration et de le côtoyer. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur coach que quelqu'un qui réussit. Fait que tu trouves un modèle qui dit « Ah, lui, c'est une personne qui fait des franchises. Moi, je vais ouvrir une franchise, mais j'aimerais ça côtoyer cette personne. » Fait que, je dirais que les gens sont vraiment ouverts à discussion, ouvrir une discussion. Surtout un entrepreneur, on est vraiment ouvert. Donc, soyez pas peur. DM-les dans un message. Je vais ouvrir une franchise, j'ai un concept en tête. J'aimerais ça vous parler, vous discuter pour avoir de l'information. Puis, les entrepreneurs, d'après moi, sont vraiment ouverts à discuter avec vous. Parlez avec un expert. Suivez un chemin que quelqu'un est déjà allé. Si tu vois que ce monsieur-là, cet entrepreneur-là réussit super bien, c'est ce genre de personne que je veux être, il a des bonnes valeurs, ou il réussit bien à ouvrir des franchises, il fait bien ça,
je veux apprendre de lui. Allez le DM, message-le, essayez de le rencontrer en personne, puis apprenez de cette personne. Je pense que c'est le meilleur concept. Je pense qu'il y a aussi conseil, mais les entrepreneurs, c'est des passionnés. Ouais. Un passionné va toujours être content de parler de sa passion, de ne pas avoir peur d'approcher, puis de l'approcher de la bonne manière aussi. Mais je pense que quand c'est bien fait, les gens vont toujours accueillir à bras ouverts pour pouvoir aider un autre passionné là, à prendre les devants. 100%. 100%. Puis si la personne ne veut pas t'écouter, il ne veut pas te parler, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'était pas le bon moment. Peut-être lui redemander dans un autre moment ou d'une autre façon. Mais si ça fait peut-être, des fois, il faut pas give up. C'est pas la première échec que tu give up. Puis si lui, il répond pas, il y en a toujours un autre qui va répondre. Ouais. Prenez votre chance. Prenez votre chance. Si tu ne seras pas la chance, c'est sûr que ça ne vient pas. Il faut toujours prendre sa chance. Il ne faut jamais give up. Si tu as une vision, vas-y le faire parce que la seule chose qui va arriver si tu ne le fais pas, c'est les regrets. Puis tu vas toujours, dans ta tête, tu vas toujours dire what if si je l'ai fait. Ou, à la place de te questionner what if ou à la place d'avoir du regret, ben, tu le fais. Puis si ça ne fonctionne pas, au moins tu l'as fait. Puis là, après ça, tu move on to the next. Ouais. C'est le conseil que je donnerais. Ouais. Alors, un très beau mot pour conclure. Parce que le fameux what if, ça, c'est quelque chose que on entend souvent, mais comme la pire chose à faire, c'est de ne pas prendre action parce qu'après ça, tu vis un peu dans le déni de savoir que tu aurais peut-être eu quelque chose. Exact. Fait que, let's go. Il faut prendre les risques. Il faut prendre les risques et prendre l'action. All right. Un gros merci, Kevin. C'est super apprécié. Fait que pour ceux qui ont écouté, n'oubliez pas d'aller essayer en fait le Château Menki, le Boutillet. Ouais. Je vais m'assurer de le mettre en avant-plan. Puis je vous remercie beaucoup. Puis au plaisir là, de se rencontrer à nouveau. Fait que, merci à tous. Puis à un prochain épisode. Merci à tous d'avoir écouté. Merci, Anthony. Merci beaucoup de m'avoir invité à ton podcast. Plaisir. Super. Let's go.